Alors donc j'ai le plaisir de vous présenter Caroline Chaland-Belval, qui est artiste plasticienne. Elle est diplômée de l'École des Beaux-Arts de Paris, de l'Université de Nice, de la Faculté d'Architecture de Gênes, et elle a également intégré le Hunter College à New York par le biais d'une bourse. Les recherches de Caroline sont tournées vers l'architecture, architecture du bâti, architecture biologique, dont elle explore les formes, les espaces, les ornements et les structures cachées par le biais du dessin, de la peinture et de la gravure. Donc le MAMAC, le Musée d'art contemporain à Nice, la Cité de l'architecture et du patrimoine à Paris, le musée Jean Cocteau à Menton, lui ont consacré des expositions personnelles. Elle a également reçu le prix Art Plastique de l'Académie d'architecture en 2015. Alors Caroline, qui m'a confié avoir rêvé d'être astrophysicienne, qui aspire aujourd'hui en tant qu'artiste à réaliser une empreinte de la matière noire, est aujourd'hui accompagnée de Olivier Legrand, qui est physicien, professeur des universités UNS et chercheur au sein de l'Institut physique de Nice. Donc je leur laisse la parole afin qu'ils puissent nous présenter le projet Souffle. Merci beaucoup Gaëdig. Et bonjour, merci au musée de nous recevoir et de présenter ce travail. Voilà, donc le projet Souffle est un projet de livre d'artistes hybride, numérique et matériel qui a été créé issu de la rencontre en fait entre plusieurs recherches. Les bases de données du Gallica Studio à la Bibliothèque nationale de France. Et au départ, la rencontre avec Olivier Legrand, rencontré lors d'une réunion organisée par le UR Créates il y a 1 an et demi, sur des projets arts et sciences, au cours de laquelle chacune des personnes présentes devait se présenter. Et voilà, donc quand Olivier a parlé de son travail sur l'empreinte, sur la modélisation de l'humain et notamment du souffle, voilà, je me suis dit tiens, voilà quelqu'un avec qui j'aimerais beaucoup travailler. Voilà, parce que moi-même je travaillais sur des empreintes liées essentiellement à l'architecture ou à d'autres types d'empreintes. Voilà. Donc, si vous le voulez bien, je vais commencer par présenter un peu la genèse du projet. Le projet, et puis ensuite Olivier développera la relation qu'on a eue, la collaboration et son travail de recherche. Voilà, donc ce que vous voyez là, c'est une bulle de souffle. C'est l'empreinte du souffle humain, c'est exactement comme une empreinte digitale. C'est réalisé à partir du souffle sur la lecture de textes qui font partie du corpus de Gallica, qui est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. Et ce que vous voyez là, c'est comme une empreinte digitale, mais du souffle d'une personne qui s'appelle Tatiana, qui a dit en russe un texte de Proust. Voilà. Alors, à l'origine, j'avais été à la Bibliothèque nationale de France pour parler d'un travail qu'ils connaissaient déjà, mais en fait, c'est une structure énorme, la Bibliothèque nationale de France, avec des départements qui communiquent plus entre eux. Et donc, le Gallica Studio connaissait pas mon travail, même si ce travail a été réalisé avec une collaboration du département des cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France quelques années plus tôt, pour une exposition que j'avais à la Cité de l'architecture et du patrimoine. En effet, la Cité de l'architecture m'avait invité à proposer un projet d'exposition suite à une acquisition de leur part de mes travaux sur le déroulement d'un work in progress. Et donc j'avais utilisé les mythologies présentes dans leur musée, mais également j'avais travaillé à la fois sur l'architecture et sur les mythes présents dans l'architecture. Et donc j'avais proposé notamment de réaliser une sphère céleste sur laquelle étaient projetées les mythologies du musée en lieu et place des constellations connues.
C'est-à-dire qu'en principe, voilà, vous avez Andromède, et c'était l'allégorie l'allégorie du fleuve dans la fontaine de la place Stanislas à Nancy. Voilà, les chevaux Pégase, hein, c'était les chevaux du soleil de l'hôtel de Rohan, et ainsi de suite, les Castor et Pollux, deux figures anonymes qu'on retrouve dans des bas-reliefs. Voilà. Donc j'avais proposé ça pour l'expo à la Cité, on m'a dit aucun problème, et j'ai travaillé d'après les sphères de Coronelli qui font partie du patrimoine de la Bibliothèque nationale de France. J'ai travaillé pour ça aussi. Alors les sphères de Coronelli ont été créées pour Louis XIV. C'est un objet à la fois scientifique et un objet imaginaire extraordinaire, mais l'objet est scientifiquement exact. Donc je m'étais adressée à l'Observatoire de la Côte d'Azur pour créer une collaboration. C'était ma première collaboration art et sciences. Voilà, donc j'avais cette chose-là. J'ai appris à me repérer sur les cartes du ciel avec des chercheurs de l'Observatoire et j'ai réalisé cet objet. Vous voyez la constellation du Dauphin, juste ici au centre, par exemple. Voilà. Et puis il y a ici le Sagittaire en dessous. Et tout ça a été fait donc à partir de bases de données. C'est scientifiquement hyper précis, totalement inutile parce que l'objet ne sera jamais utilisé comme instrument de mesure. Néanmoins, il existe et il mesure et il a été reproduit vraiment à partir des matrices des sphères de Coronelli. Donc c'est gravé sur du métal, sur du cuivre. Vous voyez toutes ces traces noires, en fait, ce sont des empreintes de main qui sont gravées aussi par-dessus, qui viennent plus ou moins masquer d'ailleurs les constellations. Comme si on avait voulu toucher quand même cette chose qui est parfaitement intangible, qu'est le ciel. Nous savons tous à quel point les recherches commencent, mais lesquelles aboutissent, et quel que soit le domaine. Voilà, donc Picasso disait « j'ai vu partir beaucoup de navires ». Lui-même disait « je ne cherche pas, je trouve ». Bon, mais enfin, en tout cas, dans le domaine de la recherche, dans le concept de recherche, il y a une part d'inaccessible, d'intangible qui peut être intéressant. Et le ciel est à la fois ce lieu ce domaine qui permet une recherche passionnante, et puis aussi un lieu où en fait chacun projette son imaginaire depuis la nuit des temps. Les premiers bergers, les premiers cartographes en fait étaient des bergers qui repéraient les astres dans le ciel pour créer des points de repère et se déplacer. Et donc les toutes premières constellations sont très anciennes. Voilà, donc sur cette sphère, il y a à la fois des repères très anciens et des repères très récents de la recherche. Voilà un détail pour vous donner à peu près l'échelle. Les sphères mesurent 1,8 m, toutes réalisées à partir de la même matrice. Ensuite, encollées sur surface sphérique par des personnes qui sont spécialistes. En fait, j'ai vraiment travaillé avec des gens qui sont très spécialistes parce que on touche à beaucoup de domaines différents. Là, on est sur la rétractation, enfin sur un type de papier spécial. On n'est pas sur de la fleur de coton, on est sur du papier kozo, de la fibre kozo. Ça vient du Japon. C'est un papier qui a à la fois une extrême solidité et à la fois une très grande résistance et qui permet d'être souple, de s'adapter à une surface. Voilà, on trouve ça dans les stampes japonaises. Et c'est là-dessus qu'on m'a conseillé de travailler. Ça a été encollé, voilà. Derrière, on voit apparaître des choses qu'on verra tout à l'heure qui sont des roses et spirales prises en empreinte sur une architecture. On y reviendra après. L'image que vous voyez à droite, c'est une impression du pôle Nord, non plus sur du papier mais sur de la peau. Alors j'ai imprimé donc d'abord sur le papier kozo, j'ai ensuite imprimé sur du papier préparé à la peinture à tableau noir, parce que je voulais travailler je travaillais sur un concept de conférence à la manière de Le Corbusier, et Le Corbusier faisait des conférences sur tableau noir. Donc j'avais choisi de partir dans cette idée-là. Et puis finalement, j'ai produit des tableaux noirs sphériques sur lesquels j'ai projeté à la fois les constellations, les empreintes, et tout ça a été doublement surimprimé de manière à ce que toutes les informations soient floues et illisibles. Vous le verrez plus tard. Mais ce qu'on voit là à droite, c'est sur peau. Et la troisième sphère, elle est brodée en fait à la manière d'un tatouage, avec le geste du tatouage traditionnel, c'est-à-dire à l'aiguille et au fil, voilà, sachant que le tatouage traditionnel, c'est aiguille, fil, charbon de bois, et pour fixer
lait maternel ou plantes, et fixé par la cicatrisation de la peau. Là, j'ai travaillé sur de la peau véritable, mais comme il n'y avait pas de processus de cicatrisation possible compte tenu des délais de production et compte tenu du fait que je ne voulais pas travailler sur du vivant et tatouer par exemple un animal, j'ai fait reproduire le geste avec du fil bleu. Et donc il y a 14 personnes qui ont brodé la sphère. Et ensuite ça a été imprimé et encollé. Voilà, donc là c'est une histoire de... Encore une empreinte. Là c'est un objet qui fait à peu près cette dimension, qui a été pris en empreinte sur les murs de la basilique Saint-Denis et restitué dans un matériau de l'architecture contemporaine, du verre, qui permet une diffraction de la lumière et à la fois de restituer la forme, ou plutôt la contreforme, parce que je n'ai pas réalisé un moule, enfin un double de l'objet initial, mais j'ai réalisé une contreforme, c'est-à-dire que ce que vous voyez et ce qu'on pourrait voir si on avait l'objet en présence ici, c'est en fait l'empreinte de l'air sur la surface, donc une contreforme. Ce qui est intéressant, c'est que l'empreinte a pris aussi l'empreinte de la matière, donc la matière a été pas mal évoquée tout à l'heure, notamment avec Dominique Pesson. Effectivement, la matière, c'est essentiel parce qu'on est, dans l'histoire de la matériologie, on est en fait dans ce je ne sais quoi et presque rien, on est, nous, sensibles à ces matériaux qui nous environnent, et sans qu'on puisse le formaliser ou même l'intellectualiser, on est vraiment en dialogue avec... on est complètement sensible à ce matériau. Par exemple, on a le magnifique vitrail de Marc Chagall, qui est du verre peint transpercé de lumière. Et ce serait un autre matériau que du verre, on n'aurait pas le même ressenti. Les murs seraient dans un autre matériau que cette pierre particulière, on n'aurait pas le même ressenti. Bref, on est conditionné dans notre environnement et notre environnement matériel nous conditionne. La lumière ne traverserait pas la paroi de la même manière. Voilà, donc il y a cette émergence de la lumière qui fait apparaître la forme et qui donne une sorte d'épiphanie, enfin en tout cas d'apparition de la présence, qui est pour moi essentielle, en tout cas dans cette recherche artistique. Voilà, je suis attachée à un livre de George Steiner qui s'appelle Présence réelle, ou réelle présence, je ne sais plus. Enfin voilà, en tout cas, un concept de réelle présence à travers l'art. Donc toujours, ça c'est simplement pour vous donner un petit peu l'idée de départ qui a fait émerger ensuite les souffles. On a j'ai réalisé une série de dessins à un moment donné où, enfin j'ai un travail de dessin qui est assez soutenu. En fait, j'ai beaucoup de carnets de croquis qui me permettent de rentrer en prise directe avec le réel. Voilà, parce que c'est vraiment la base de mon travail. Hein. Je travaille sur des lieux souterrains, des lieux en transformation. Parfois, en tout cas, une bonne partie de mon travail a porté sur des lieux qui sont liés au monde ouvrier. Et donc, dans ces lieux qui me sont étrangers, parfaitement étrangers, je les aborde d'abord par une prise directe avec le dessin, la peinture. Le dessin permet de rentrer dans les structures des choses, les structures du vivant. On n'a pas du tout la même approche, ni la même perception des choses par le dessin. Vous êtes en salle de dissection, au CHU par exemple, vous avez un cadavre face à vous. Le fait d'analyser la forme qui est face à vous, non plus d'un point de vue macabre et morbide, mais de la structure du corps, et d'un corps qui est là inerte, qui n'est plus habité par le vivant, donc dont la forme a changé compte tenu du fait que ce n'est plus habité par le vivant. Le fait de pouvoir l'analyser par le dessin, par la connaissance des structures internes, vous permet de rentrer dans une connaissance des choses qui permet de dépasser la barrière du morbide, du ressenti émotionnel, voilà. Et donc le dessin, voilà, a une grande importance dans mon travail, pour la prise directe, et puis pour des travaux, j'avais exposé au MAMAC en 2010, j'avais fait une expo personnelle avec on m'avait proposé, le conservateur de l'époque, m'avait proposé de faire un dessin de 52 mètres de long par 2 mètres, et j'avais travaillé notamment au fusain. Quand j'ai réalisé cette série de travaux pour la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, un peu plus quelques années plus tard, ce mode de travail au dessin était impossible.
devenu impossible. Et donc, j'ai travaillé selon des images stratigraphiées que j'avais vues à l'observatoire. Toutes ces images de l'étude du ciel, des études des ondes, des vents solaires, voilà, toutes les restitutions par l'image de ces analyses de signaux qui viennent du ciel étaient sous des formes stratigraphiées. Et donc, j'ai repris ça pour développer des figures qui étaient projetées comme ça dans la peau du ciel. J'aime cette phrase de Merleau-Ponty, ce qu'il y a de plus profond chez l'homme, c'est la peau. Voilà, donc sous-entendu le substrat qui laisse percevoir la forme, la structure sous-jacente. Alors toujours, histoire de structure, j'avais proposé de travailler sur un des éléments de la Cité de l'Architecture. Donc là, on voit l'entrée de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris. C'est au Trocadéro. Vous voyez, hein, des parts et d'autres du Trocadéro, il y a ces deux grands musées, le musée de l'Homme et l'ancien musée des Monuments Français, qui est aujourd'hui la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Et donc pour l'entrée du musée, j'avais proposé de placer une anticolonne, c'est-à-dire un objet qui soit non pas structurant, mais suspendu, formé de nuages de points non portants, donc vraiment une anticolonne. Et je voulais réaliser ça avec un matériau qui est un des premiers matériaux utilisés dans l'histoire de la peinture, du pigment pur ocre rouge. On trouve ça vraiment dans des temps très anciens, pour délimiter des espaces. Bon, je vous montre un peu un aperçu global. Mon travail, ça porte voilà, sur des lieux en transformation, lieux d'architecture. Là, c'est à New York. Et ça faisait partie de mes promenades, de mes pérégrinations dans la ville, aérienne ou souterraine. Là, c'est le métro. J'ai pas mal travaillé dans le métro aussi. Voilà, et donc souffle. Donc j'ai rencontré, j'ai entendu Olivier Legrand parler de la modélisation du souffle humain. Je me suis dit, alors ça, faire l'empreinte d'un objet aussi immatériel que le souffle, c'est génial. Et donc, dans la foulée, j'ai rencontré les personnes de la BNF qui m'ont parlé de leur projet de créer une médiation autour de Gallica. Et je leur ai dit, écoutez, moi je vous propose de faire l'empreinte du souffle humain à partir des textes de Gallica. Et j'en ai parlé quelques jours plus tard à Olivier qui m'a dit c'est OK. Jean-François Trubert, qui est le directeur de l'actuel UR Créates, était OK aussi. Donc on s'est dit qu'on pouvait démarrer. Même si le UR Créates était en cours de structure et que du coup tout le projet a été monté en parallèle de la structuration de l'UR. Voilà, on sait que l'Université Côte d'Azur a monté beaucoup de choses depuis 2-3 ans là, vraiment quasiment en marche forcée, mais qui porte l'Université Côte d'Azur et a obtenu son IDEX sur une façade relation avec l'art, école d'art, et voilà, et donc ces projets en lien avec l'art étaient des choses qui étaient intéressantes pour eux. Voilà, donc vous avez ici une petite idée de l'organisation. Il y a des tas de manques évidemment dans ce diagramme, mais vous avez donc le projet Souffle. L'idée du projet Souffle, c'était de créer. Il est venu à partir des sphères. L'idée, c'était de créer un livre d'artistes avec des bulles de souffle, formées de bulles de souffle, qui soient présentées à la fois en matériel, en verre, je vous en reparlerai après, et en immatériel avec les bulles modélisées à partir de l'empreinte du souffle humain. On va parler du protocole de modélisation après. Et voilà. Et l'idée, c'était de présenter ce livre dans l'espace public ou dans des espaces dédiés comme un espace muséal, comme ici par exemple le musée Marc Chagall, sous forme de réalité augmentée, c'est-à-dire totalement immatérielle. Je vais développer sur ce sujet. La réalité augmentée, c'est du virtuel, c'est-à-dire que le souffle, il existe en image virtuelle, mais il est implanté dans le réel et il est visible par des moyens tels que le smartphone, voilà. Mais on va revenir dessus.
Donc pour ça, j'ai procédé à d'abord une sélection de textes à partir des contenus de Gallica. Ces sélections de textes, elles ont été faites à partir d'un corpus que j'ai proposé, mais aussi à partir de corpus qui ont été proposés par le musée Chagall, puisque c'est le lieu qui nous a reçus. Par toutes les personnes qui ont participé, vous verrez qu'il y en a une bonne liste. Enfin, vraiment, je n'ai pas compté exactement le nombre de personnes qui interviennent, mais il y a plus d'une centaine de personnes dans le processus. Et idéalement, je voulais m'adresser à l'Académie française pour avoir des corpus de textes emblématiques de l'histoire des écrits. Voilà, enfin, il y avait un certain nombre de personnes qui devaient participer. Les enregistrements ont été faits au CIRM, qui est le Centre national de création musicale à Nice, avec les équipements d'Olivier Legrand, l'Institut de physique de Nice, dans le cadre du programme VADER et du programme Modlife dont il vous parlera tout à l'heure. Voilà, une fois que ces enregistrements ont été faits, captation thoracique et abdominale, donc les données biométriques de souffle et les données sonores ont été modélisées par des chercheurs de l'INRIA, essentiellement de l'école des mines. Il y a une stagiaire de l'école d'animation Rubica qui a participé, et puis on a eu des conseils du laboratoire I3S, voilà, qui sont des labos qui s'occupent du monde du signal, des spécialistes du signal et de programmation. Alors les chercheurs, c'était Thierry Parmentella, Valérie Roy, Pierre Aliès, et des chercheurs de l'I3S, donc le directeur de l'I3S qui a vraiment participé, enfin qui a vraiment œuvré pour que les choses avancent. Olivier Mest, j'ai eu des rendez-vous avec Andrew Comporte, Michel Buffat, Christian Barra, voilà, des gens comme ça qui ont participé. Une fois la modélisation réalisée, et je peux vous assurer que ça n'a pas été si simple que ça en réalité, parce que même si chacun a des compétences extrêmement poussées, et il y a quand même des dialogues dans des champs interdisciplinaires très différents, ne serait-ce que par exemple entre physique et monde du signal, il n'y a pas vraiment de dialogue, mais ça aussi tu pourras mieux en parler. Enfin, il y a des dialogues, mais c'est pas évident, c'est vraiment deux systèmes de pensée différents. Et puis ensuite, avec la modélisation 3D purement, l'animation, enfin voilà, tout ça, ça a été encore un autre programme, le monde de la programmation, du code. On arrive à la génération des formes en réalité augmentée avec des développeurs. Et d'ailleurs, là, on a eu droit à un magnifique bug qui peut s'apparenter à ce qu'on voit dans le film Matrix. Vous savez, quand il y a des failles dans la matrice. Du coup, en fait, il y a vraiment des choses inattendues qui se produisent. Et nous, on a eu tout à fait ça, et on est en plein dedans d'ailleurs. Mais comme le projet est de fait en work in progress, on espère que la matrice va finir par se stabiliser. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de raison. Parce que les développeurs qui travaillent sur le projet et qui permettent d'implanter les objets en réalité augmentée dans un espace réel, en interaction avec cet espace réel, via les technologies smartphone, voilà. Ces développeurs, en fait, construisent des arrière-plans, des backgrounds de code uniquement. Et tous ces backgrounds de code permettent de faire émerger la forme en réalité augmentée. Voilà, il y a par exemple, Andrew Comporte, à l'I3S, a vendu des applications à Apple pour l'AirKit d'Apple. Donc il est au top pour travailler sur ce genre de projet, mais il n'a pas le droit, parce qu'il a des clauses de confidentialité qui sont établies. Je suis moi-même en relation avec, au meilleur niveau, au niveau international, avec les dirigeants d'Apple sur les partenariats. Et malgré tout, les textes juridiques ne peuvent pas être contournés. Donc je ne peux pas travailler avec Andrew Comporte. Du coup, j'ai travaillé avec 3 développeurs et qui ont apporté chacun des solutions, mais les solutions ne permettaient pas l'implantation. En tout cas, pour l'instant, on est en cours, mais on n'a pas encore l'implantation dédiée à un lieu, parce que l'idée, c'est de créer une exclusivité au musée Marc Chagall, puis à l'aéroport Côte d'Azur, sur certains objets qui font partie de Souffle. Voilà, donc on en arrive de fait au lieu de diffusion.
qui sont l'Université de Côte d'Azur, la Bibliothèque nationale de France, le musée Chagall. Il y a eu un galop d'essai avec la Villa Caméline. Ça me renvoie au projet initial. On est en train de parler du livre d'artiste. Le livre se développe de manière matérielle avec deux aspects, un visage, un souffle et un concept Babel. Un visage, un souffle, en fait, c'est de montrer les visages des personnes qui ont participé au projet et qui ont donné des textes, qui ont lu des textes qui ont été enregistrés. Voilà, donc ça, on va voir, je vais passer très rapidement dessus, mais ça a donné lieu déjà à une exposition à la Villa Caméline, avec une bande-son réalisée à partir des données sonores d'enregistrement qui ont été confiées à Jean-François Trubert, qui est donc à la fois directeur de l'UR Créates, mais qui est aussi chercheur en musicologie et compositeur, qui a créé une bande-son à partir des sons, mais en intégrant une dimension comme immergée dans l'eau, parce que le lieu d'expo, c'était une salle de bain. Et on était en immersion dans un lieu avec une réverbération hyper accentuée, et comme si on était sous l'eau. Et puis, voilà, donc voilà pourquoi il y a la Villa Caméline qui fait partie du réseau Botox. Voilà, en fait, il y a d'autres lieux qui sont prévus. Il y a des collaborations, notamment avec la direction des affaires culturelles et de l'urbanisme et du développement à Monaco. Mais voilà, tout ça, c'est en cours. Voilà, le livre d'artiste se doit d'être activé, comme c'est le cas dans les collections de la bibliothèque Kandinsky au Centre Georges Pompidou. Et pour l'activation, j'avais proposé que les souffles soient réincarnés par des souffleurs. Donc des personnes qui ont dit des souffles. Voilà. Donc ça a fait l'objet aussi d'une collaboration avec le Centre international de Valbonne, une école, l'école Thérèse Roméo. Donc il y a une 50aine de souffleurs qui ont appris des textes pour les dire dans une performance, via les Cordées de la Réussite et aussi avec le partenariat, c'est pas marqué là, du CHU de Nice, le département d'orthophonie et d'autres orthophonistes du CHU qui ont aidé les performeurs à optimiser leur souffle dans des lieux qui sont difficiles pour l'addiction, des lieux où il y a beaucoup de réverbération, plus ou moins, voilà. Donc voilà pour le schéma. Voilà le projet Babel, c'est du braille sur du verre et des briques de verre. Ça, c'est aussi un projet qui est en cours de développement. En fait, dans la réalité réelle, on a que 24 heures dans la journée, donc on n'a pas encore les briques de verre. Ça, c'est le projet Un visage, un souffle. Donc les personnes, ce sont les personnes que vous voyez là, ont donné des textes, voire ont dit des textes. Et l'idée, c'est de créer une mosaïque de visages et d'associer le texte. De même qu'on pourrait faire une mosaïque de souffle en mouvement, mais ça, c'est pareil, ça n'a pas encore été réalisé, c'est en cours. Voilà les enregistrements au CIRM. Donc les personnes sont munies de ceintures de capteurs de mouvement qui permettent d'avoir des données biométriques sur le mouvement de la cage thoracique et les mouvements abdominaux lors de la respiration et de l'expiration au moment des souffles. Voilà, Olivier Legrand qui... Donc en fait, il y a tout un protocole de mise en forme pour faire ces captations de souffle qu'on a simplifié sur la fin. Et les données sont utilisées à la fois pour le projet artistique et aussi pour les recherches d'Olivier. Tout ça a été monté en collaboration avec Camille Juglaris, qui est directeur technique du CIRM et ingénieur du son, qui a participé, qui a collaboré à la composition faite par Jean-François Trubert, qui a en fait collaboré sur la totalité des aspects sonores, y compris pour l'implantation en réalité augmentée. Voilà, donc Camille qui a fait toutes les installations pour les captures de son, et ensuite il y a tout un travail de post-production. Voilà, il y a vraiment des personnes d'âge très différents, de milieux très différents, enfin absolument qui ont participé. Voilà des captures de souffle. Voilà ce que ça donne au départ. Et moi, mon projet, c'était de réaliser non pas des diagrammes sinusoïdaux comme on peut le voir là, mais des diagrammes en forme de bulle. Alors ça, c'est Là, ce que vous voyez, c'est la modélisation, la synthétisation des signaux de souffle par Thierry Parmentella. Ça marche pas? Incroyable. Bon, bah écoutez, alors là, je suis désolée, ça marche pas. Y a rien. Et le fichier n'est pas sur l'ordinateur.
Donc il y a deux choses que vous verrez pas en vidéo, c'est pas grave. Mais en fait, on avait tout le développement en fait d'une bulle de souffle qui, développée sur un axe temporel, devient une colonne. Or, vous vous souvenez peut-être de la colonne que je vous ai montrée en début de diaporama, l'anticolonne. On est complètement dans cet esprit-là. Et il n'est pas dit d'ailleurs que les souffles ne soient pas aussi présentés sous cette forme à un moment donné. Parce que le projet, même s'il a une forme assez définie, pour moi, il y a des options que j'ai laissées ouvertes. Voilà donc voilà ce que ça donne en modélisation 3D, les colonnes, les nuages de points modélisés par Thierry Parmentella. Donc là, c'est le travail de la stagiaire Tomo Inoue en lien avec Pierre Allier de l'INRIA. Et c'est le souffle que vous avez vu tout à l'heure, qui était sur la modélisation d'un texte de Proust dit en russe. Voilà. Voilà ce que ça donne la réalité augmentée quand on peut le voir. En fait, vous êtes dans un espace où on ne voit rien, mais en réalité, c'est invisible pour les yeux. On peut le voir avec un smartphone. Et vous avez deux modèles de souffle à côté. Là, malheureusement, c'est une vidéo, et à nouveau, je teste, mais non. Pourtant, les PowerPoint sont censés donner les animations, mais non. Comme quoi la technique, on adore. Voilà, c'est fini. Donc l'idée c'était de télécharger l'application de souffle sur le smartphone via un QR code. Ici, vous avez le plan du musée, vous avez l'implantation des bulles. En réalité, l'implantation existe déjà plus ou moins, mais les bulles de souffle ne sont pas visibles véritablement. Il y a deux raisons. Il y a deux bugs techniques qui nous empêchent de les voir. Et donc pour l'instant, c'est comme ça. Mais voilà ce que ça donne. Parce qu'en fait, moi par exemple, j'ai un souffle lié à mon téléphone et je l'avais implanté dans cette salle. Et le souffle, là je ne l'ai pas activé, mais si je l'active, il est présent, il est en plein milieu. On a le même souffle qui est au JAD, qui est le laboratoire de Dieudonné, laboratoire de mathématiques à l'université. Ici, voilà les souffles qui ont été des souffles qui sont actifs, enfin plus ou moins actifs, dans le musée en ce moment, et que j'ai pu photographier, voilà, lors des séances de répétition, en tout cas de travail pour la répétition en vue de l'activation des souffles avec le musée. Voilà, les enfants qui sont... Et lors d'une présentation de Léa Bismuth, qui est historienne, critique d'art, historienne de l'art, sur les ateliers de Man Ray et de Lacroix. Voilà, le souffle s'est invité dans la salle. Donc un grand merci à toutes les... Donc là, c'est vraiment tout petit, mais ça vous donne en fait l'idée du nombre de personnes qui ont participé. Et en bas, les partenaires. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole à Olivier. Juste le temps d'apparaître à l'écran. Et aussi de récupérer la connexion avec alors moi je suis donc la personne qui a eu la chance de rencontrer Caroline au début d'une aventure scientifique dont je vais vous parler maintenant et qui a donc pu inspirer ce projet Souffle. Alors, c'est la modeste contribution d'un scientifique en plus qui débarque dans cette histoire. Moi, je suis physicien à la base, spécialiste des ondes électromagnétiques, acoustiques, et donc c'est à cause de cette relation avec l'acoustique que le porteur du projet IDEX-VADER, qui s'appelle Benjamin Monroy,
qui est donc un projet autour de la modélisation virtuelle de la respiration, donc un projet qui allie de nombreux participants, mais essentiellement au départ des gens qui veulent modéliser le vivant, et donc c'est dans un cadre plus large d'un axe structurant de l'Université Côte d'Azur qui s'appelle ModLife. Donc dans ce cadre, cette équipe autour de Benjamin Mauroy veut essayer de modéliser le plus précisément la respiration humaine dans tous ses aspects, et notamment donc, dans ce projet particulier autour de la respiration dans le jeu musical des instruments à vent et de la voix. C'est là que je m'inscris, donc initialement comme acousticien et pas du tout comme physiologiste ou comme spécialiste de la modélisation du vivant. Donc je cite au passage les partenaires membres du CA dans ce projet autour de la respiration dans le jeu musical. Grégory Blin du LAMES, donc laboratoire lié aux sciences du sport. Benjamin Mauroy, donc du laboratoire ELJAD de mathématiques. Bruno Pasquier du Conservatoire aériennement régional de Nice. Et d'autres partenaires qui sont présents dès le départ de ce projet, comme Benoît Favre à l'université Paris-Sorbonne, Institut Jean-Leron d'Alembert. Alors les principaux buts de ce projet de recherche au départ, c'est comprendre d'une part comment les instrumentistes avant et les chanteurs, et pourquoi pas aussi tous les locuteurs qui sont en représentation, adaptent leur contrôle respiratoire aux contraintes musicales. Voilà. Alors il y a ici évidemment des contraintes physiologiques et des contraintes qui sont liées à la mécanique de production du son dans les instruments. Que ce soit d'ailleurs, on peut considérer l'appareil respiratoire avec le larynx et la cavité buccale comme un instrument à part entière. Et puis il s'agit, notamment pour ceux qui sont intéressés par la modélisation, d'essayer de voir dans quelle mesure on peut représenter le fonctionnement du système respiratoire dans un modèle avec un nombre réduit de variables. Alors là, j'en ai évoqué quelques-unes auxquelles on peut accéder par des mesures relativement simples, comme la pression à l'intérieur de la bouche, donc qui, clairement, quand la bouche est fermée et émet de l'air dans un instrument, est plus importante que la pression atmosphérique. Le volume pulmonaire, dont je vais vous parler ici, qui va nous permettre, dans le projet dont vous a parlé Caroline, de littéralement avoir une empreinte du souffle, et puis le flux de l'air, des choses qu'on peut donc mesurer plus ou moins facilement, afin de prédire, par exemple, les efforts musculaires qui contribuent à cette production sonore. Juste à partir, non pas de mesures qui pourraient être faites et qui ont d'ailleurs été faites dans d'autres contextes, de captation de l'activité musculaire autour du larynx, autour de la cage thoracique ou de l'abdomen. Tout ça, ça peut se faire, c'est très lourd. Et bien évidemment, ce qu'on voulait, c'est rentrer dans une modélisation qui soit donc le résultat de mesures qui ne soient pas trop invasives, de sorte qu'on puisse proposer à des musiciens d'orchestre, à des professeurs du conservatoire, à toutes sortes de performeurs, de faire ces mesures sans les gêner dans leur performance artistique, ou du moins en les gênant le moins possible. Parce que ce qu'on veut analyser, in fine, un des buts, c'est en fait, qu'est-ce qui va relier la mécanique respiratoire qu'on est en train d'analyser au fait que simplement le musicien ou le chanteur ou l'acteur, il veut simplement faire plus, il veut plus que faire sonner son instrument, il veut jouer de la musique, il veut transmettre une émotion. Donc il y a une motivation en acoustique musicale, il y a quelque chose à comprendre au-delà du simple contrôle de base qui permet d'émettre un son. C'est pas parce que vous savez souffler dans une clarinette et sortir un son que vous faites pour autant de la musique. Donc qu'est-ce qui va permettre d'aller au-delà du simple contrôle de base? Et puis trouver aussi, dans l'analyse du souffle, ça c'est très important dans cette recherche, éventuellement des indications de l'intention musicale qui transparaissent dans le contrôle de l'appareil respiratoire. Je vous ai déjà parlé de la modélisation de la respiration, qui peut être utilisée, et j'en ai parlé récemment lors d'une école qui a été faite dans le cadre du CA la semaine dernière à Cargèse,
et qui rassemblait des physiologistes, des mathématiciens, des musiciens, des kinés, des spécialistes de kiné respiratoire, enfin toutes sortes de gens de domaines très variés qui ont pu pendant toute une semaine échanger de façon très profonde. Et en fait, cette exploration du système respiratoire dans des contextes nouveaux, comme par exemple la production de musique, eh bien, ça peut aider aussi à comprendre certains aspects du diagnostic dans certaines maladies respiratoires. Voilà. Parce qu'on est dans une situation, quand on joue d'un instrument de musique ou quand on chante, on est dans une situation de tâche extrême. Vis-à-vis du système respiratoire, littéralement, on va aux extrêmes de ce qu'on peut faire avec nos poumons et notre système respiratoire dans son ensemble. Très rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail. L'outil principal qu'a évoqué Caroline juste avant pour faire ces empreintes de souffle, c'est ce qu'on appelle la plethysmographie respiratoire par inductance. Ceux qui veulent traduire en anglais, Respiratory Inductive Plethysmography. C'est un système en fait de 2 bandes élastiques, une qui est sur le thorax et une autre qui est sur l'abdomen, et qui permettent, par des variations d'induction magnétique au sein d'un circuit électrique qui passe dans ces ceintures élastiques, eh bien de capter les déformations. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Les systèmes qui ont été créés à cette fin servent notamment à de la veille respiratoire. Maintenant, ils sont commercialisés de façon assez courante. Et c'est d'ailleurs avec ce type de système qu'on a commencé nos études. Malheureusement, ce ne sont pas forcément adaptés à ce qu'on cherchait à faire dans le cadre de ce projet, et on a été obligé de changer de système. Ces systèmes ont déjà été utilisés par le passé pour faire des premières analyses sur des instrumentistes avant, aussi bien que sur des chanteurs. Alors, ce que je voulais ici présenter sans trop passer de temps sur cette diapo, c'est en fait, j'attire votre attention sur la figure qui est en bas à droite. C'est une représentation très schématique en fonction du temps qui s'écoule suivant l'axe horizontal de ce que pourrait être le volume respiratoire de quelqu'un qui respire calmement. Donc, et à un moment donné, on va lui demander de faire ce qu'on appelle une manœuvre de capacité pulmonaire. Et cette manœuvre va consister à inspirer très très profondément jusqu'au maximum du volume que la personne puisse emmagasiner dans ses poumons, et puis d'expirer assez rapidement, de telle sorte que cette personne puisse expulser tout l'air possible, sachant dans la pratique qu'il y a toujours une partie qu'on appelle le volume résiduel qui reste dans les poumons et qui va participer à l'échange gazeux, mais qui ne peut pas être expiré de manière naturelle. Ce que vous voyez sur ce schéma, en revanche, c'est qu'entre le minimum de la courbe en violet et le maximum, eh bien, ce qu'on appelle le volume courant, qui correspond à ces oscillations de volume pulmonaire de la respiration calme ou respiration normale, est relativement petit. Et ça, c'est une façon d'illustrer ce que je vous disais à l'instant, c'est que quand on va jouer d'un instrument de musique ou chanter, eh bien, on va explorer les extrêmes de notre activité du système respiratoire. Je ne vais pas dans plus de détails. Je voulais juste maintenant vous faire entendre un extrait d'une œuvre qui est un véritable challenge pour les flûtistes professionnels. C'est l'introduction du prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy, où la flûte solo de l'orchestre en général est, comme on dit dans le jargon du musicien, tout nu devant le public, puisque l'instrument, avant l'entrée de l'orchestre, est seul. Et cette tâche est représentée ici par la partition, qui est quelque chose qui doit durer à peu près une trentaine de secondes, que je vais vous faire entendre maintenant. La consigne qu'avait donnée Debussy originellement, c'est de jouer ceci, indépendamment des annotations qui sont données sur cet extrait de partition, dans un seul souffle. Bon, c'est très difficile, et pratiquement aucun musicien professionnel ne le réalise ainsi. Mais ce que je vais vous montrer après a été fait en suivant cette consigne. Alors on va écouter l'extrait, juste pour vous le mettre en mémoire.
interrompu brutalement. Je prie m'en excuser. Ce que j'ai représenté dessous, au milieu d'autres courbes, c'est pour ça que je l'ai surligné en rouge, c'est une représentation du volume respiratoire en pourcentage, donc de la capacité pulmonaire totale sur l'axe vertical, en fonction de la pression qui règne dans la bouche. Peu importe les unités, ce qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que dans un morceau comme celui-là, la pression doit être très faible. On est sur un instrument comme la flûte, donc de toute façon les pressions ne sont jamais très très importantes, mais elle doit être d'autant plus faible qu'on doit jouer piano, comme c'est indiqué ici, avec un crescendo final. Et en fait, ce qu'on voit plutôt très clairement sur ce diagramme, c'est qu'au début, donc il faut suivre la courbe, si vous voyez la souris qui est sur l'écran, il faut suivre la courbe de ce point-là, monter en volume, avec une pression qui est très faible, qui est en fait négative, vous le voyez là-dessus, parce que ça correspond à l'inspiration. Donc tout ceci est en l'absence de jeu, hein. C'est la préparation du musicien avant d'attaquer. Et puis, il va légèrement monter en pression positive dans sa bouche pour faire diminuer son volume, puisque l'air va être expulsé dans l'instrument. Et l'air va être expulsé avec un débit relativement faible pendant cette longue séquence, parce que c'est une longue séquence, et en suivant la consigne de ne pas inspirer, donc vous voyez que ce qui va se passer, c'est que la pression va rester relativement basse pendant un certain temps, et puis va devoir monter quand on va dépasser en fait le seuil où vous êtes dans le volume courant de respiration, c'est-à-dire que vous êtes en train de mobiliser tous vos muscles expirateurs. Et les muscles expirateurs vont faire en fait qu'à la fin de la phrase, eh bien, l'instrumentiste se retrouve véritablement sans air. Il n'y a plus rien. On tombe à zéro dans ce schéma. Ça veut dire qu'effectivement, l'instrumentiste a expulsé tout l'air et a pu augmenter la pression, ce qui lui a permis d'effectuer le crescendo qui est indiqué ici. Je ne rentre pas dans plus de détails ici, notamment en faisant remarquer qu'il y a des muscles inspirateurs qui vont jouer pendant l'expiration justement pour retenir le système mécanique qui a tendance à faire qu'on se vide naturellement de son air. L'inspiration, c'est un processus qui est en général pas actif en respiration naturelle. L'expiration est passive. Et là, on est obligé d'utiliser des muscles inspirateurs pour retenir l'expiration. Je ne vais pas dans plus de détails. Ici, je vous montre très rapidement les courbes qui ont servi à l'origine à construire les figures de souffle que Caroline vous a montrées. Ces courbes, elles sont en fait donc les résultats de mesure de la déformation des ceintures thoraciques et abdominales, la ceinture thoracique en bleu, la ceinture abdominale en rouge, et puis par des manœuvres spécifiques que je ne vais pas décrire plus avant ici, on arrive à reconstruire en fait le volume total qui est mobilisé pendant la phase qui est enregistrée par ces ceintures. Et c'est ça qui va nous permettre en fait de reconstruire les volumes représentés en fonction du temps sous forme de colonnes que vous avez vues tout à l'heure. Ces signaux sont en fait des signaux qui vont apparaître, par exemple, dans la diction d'une phrase extraite ici du Cantique des Cantiques et enregistrée au CIRN par Camille Glaris, et le texte étant dit par Sandrine Cormeau, présente ici. Alors je vais vous faire entendre ce texte. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour est meilleur que le vin. Tes parfums ont une odeur suave, ton nom est une huile épandue. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Ce que vous voyez représenté ci-dessus, dans la partie supérieure, c'est ce qu'on appelle un sonogramme. C'est en fonction du temps, au fur et à mesure que le texte est dit, la représentation du contenu en fréquence des paroles qui sont prononcées, avec clairement des débuts et des fins de morceaux de phrases, donc, et qui font apparaître qu'il y a certains endroits, il va y avoir des inspirations, et pendant toute la phrase, la première phrase, qu'il me baise des baisers de sa bouche, vous avez une longue expiration qui est matérialisée ici par la diminution des signaux du thorax et de l'abdomen. Eh bien, c'est cette succession de déformations enregistrées en fonction du temps qui vont permettre de construire les colonnes que vous avez vues juste avant. Et voilà, je voulais finir ici par remercier toutes les personnes qui ont participé à l'enregistrement de ces souffles, notamment les premières à m'avoir fait confiance parmi les musiciens, Anne Moog, flûte solo à l'Opéra
Monte-Carlo, Emmanuel Militon, trompettiste amateur au laboratoire de mathématiques, Pierre Proust, professeur de saxophone au CERER de Nice, le soutien financier de Vader, bien évidemment, le centre autour de la modélisation de la respiration, et puis les étudiants de master qui ont contribué aux premières mesures, Florent Bassat en acoustique, Rémi Lalu en musicologie, rencontré grâce à Jean-François Trubert, pour ces enregistrements et pour tant d'autres, Sandrine Cormeau, que je remercie également, Caroline, sans elle, il n'y aurait pas de projet Souffle, et Camille Juglaris pour tous ces magnifiques enregistrements réalisés au CIRM. Je vous remercie.